Bonjour tout le monde, bienvenue au Radar Multilogement. Aujourd'hui, avec Sacha Gauthier, on va analyser la différence entre une équipe de partenaires, d'investisseurs qui ont une vision de capital patient et de l'autre côté, les équipes qui ont une vision de capital pressé. Comment est-ce qu'on est mieux de préparer nos dossiers de financement, d'être prêt à différentes éventualités? C'est exactement ça qui est en arrière de cette petite expression qu'on vous a concoctée. Donc, on rejoint Sacha pour en discuter plus en détail maintenant. Bonjour Sacha, comment ça va aujourd'hui? Salut Jocelyn, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on voulait parler en fait de Comment? Attends, pas la refaire. J'ai essayé quand je manque mes mots dedans. On va parler de... La différence entre une équipe bien rodée, liquide, versus une équipe qui ne l'est pas. Ouais, puis on pourrait appeler ça c'est comme ça que j'ai appelé ça, mais tu sais, des capitaux pressés, peut-être versus capitaux patients. Capital patient, capital... Ah, c'est bon ça, ok. Ouais, ça c'est ça. Bon matin Sacha, content de te retrouver. Comment ça va aujourd'hui? Bon matin Jocelyn, très très bien, et toi? Super. Écoute, on voulait parler aujourd'hui capital pressé versus capital patient. Qu'est-ce que ça représente en tant que tel dans des projets quand les équipes sont solvables, liquides, versus un projet où peut-être le proforma est plus serré un petit peu, là? Grand sujet, je te lance ça à large, je te laisse aller. Yes. Capital patient versus capital pressé. Et c'est quoi les implications des deux? J'ai appelé ça comme ça, mais on aurait pu appeler ça différemment, puis on va le développer un petit peu. C'est quoi les avantages d'avoir une équipe qui est bien capitalisée puis bien préparée et versus une équipe qui a du capital impatient, pressé, puis qui est très, très, très serré dans son montage financier, disons. Je voulais commencer tout simplement par un exemple positif, un exemple de quoi faire. C'est bon? Je vous le présente, puis après ça, on pourra avoir le dérivé de qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ça. C'est bon? Parfait, ça. Donc, j'ai une équipe qui fait parce que souvent, souvent, on fait affaire avec, puis c'est la majorité de nos auditeurs, des syndicats d'emprunteurs, si on veut, ou d'investisseurs, disons-le comme ça. C'est des regroupements d'investisseurs. Disons qu'on est 4-5 investisseurs avec nos gestions, puis on monte un projet. Ça peut être un 24 logements, ça peut être 16 logements, peu importe. Donc, notre groupe se présente et notre groupe a des attentes et notre groupe a des liquidités aussi et fait un montage, si on veut, là, de son projet. Et je te présente une équipe qui était très, très bien préparée et dont leurs attentes étaient très, très bien fixées. As-tu des cigales de ton côté? Oui, un peu. Donc, ils se font aller. Il fait chaud. On est dans le sud de la France. C'est bon. Bref, regardez ça. Je vous présente disons un projet de construction, peu importe, un 24-2-16, ça n'a pas d'importance pour l'exercice. Une équipe qui exécute son projet, qui se rend à terme. Et, par exemple, il y a un rachat de 50 000 sur leur projet, un rachat de taux. Donc, on avait qualifié, vous le savez, en début d'année, puis l'année passée, on qualifiait des dossiers à 3,6, 3,5 %. Aujourd'hui, peut-être qu'on close juste en bas de 4 ou à 4 %. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ce demi-pourcent-là? Bien, ça peut se traduire, le demi-pourcent de hausse de taux peut se traduire par un rachat de taux. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Oups! On a la liquidité pour le payer, là. C'est ça ta question, finalement. Exactement. Ailleurs. Exactement. Les liquidités, super important. Donc, est-ce qu'on est prêt pour notre achat de taux de 50 000 ou des fois c'est 200? Ça pourrait être 200 000 sur un projet d'envergure. On s'entend? Des fois c'est 10, 15 000, c'est correct. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est 50? Disons, dans notre cas, c'est 50. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on parle de vacances, peut-être qu'on n'en parle pas assez dans le marché, c'est le sujet de l'heure. Qu'est-ce qui arrive si on est vacant à la fin, dans une certaine proportion de notre immeuble? Disons qu'on a 25 % de vacances
Est-ce qu'on est capable, disons qu'on a 25 de vacances, nos revenus annuels sur l'immeuble, c'est 400 000, nos revenus bruts, 25 de vacances, c'est 100 000 par année, on s'entend? Ça fait mal, ça va vite. Ça fesse. Qui paie ça et qui est prêt à absorber cette perte-là dans l'année 1? La question se pose, mais la réponse vient, souvent, c'est silence total sur la ligne. Là, parce que tout le monde se dit, ben non, ça n'arrivera pas, mais oui, ça arrive dans les faits, ça arrive dans le marché actuel parfois. C'est bon? Ben, je suis pas sûr que les investisseurs ont toujours cette réflexion-là. En fait, je suis pas mal certain qu'il y en a beaucoup qui ont jamais réfléchi à ça. Puis là, ben, quand tu fais ton cash-call, 100 000, si t'as pas les poches assez profondes, à quelles conditions? Parce qu'il y en a peut-être un de la gang qui est plus riche que les autres. Disons, il y a les liquidités pour X raison, il y avait un refinancement. OK, il peut peut-être l'absorber, mais à quel prix? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il met un taux d'intérêt à 4 à 8 Est-ce qu'il est considéré comme prêteur privé puis ça monte à 15? C'est une discussion qui peut être plus ardue des fois, là. Surtout si ça n'a pas été prévu d'avance. D'où le besoin d'avoir des conventions entre actionnaires. Là. Ça, je rappellerai juste un message. On ne parle pas souvent au radar, mais c'est très important. C'est pas du tout ma spécialité, soit tout en passant, fait que j'en fais pas. mais j'adore ça. Tu vois, ce que il y a un petit trigger, là, on a juste fait 2 points, là, puis là, comme, oups, rachat tôt, vacances, OK, comme ça peut être imposant comme montant requis en termes de liquidité. Donc, puis là, disons qu'on se dit, parfait, il y a eu des petites erreurs au plan, il y a des surcoûts, ou peut-être dans l'exécution du projet, il y a eu des petits surcoûts, on a dépassé notre contingence, peu importe. C'est 100 000, 200 000 de plus, finalement. OK, parfait. Une autre petite couche. Exact, une autre petite couche. Fait que dans l'équipe que je vous présente, là, les réponses, c'était aucun problème. On a déjà pensé à qui réinjecterait. Disons qu'il y a 300 000 400 000 à réinjecter en rachat de taux sur coût, vacances potentielles sur l'année. On a déjà préparé 400 000 qui est prêt à faire feu pour ça. Wow, très intéressant. Et là, ça se reflète aussi dans le montage qu'on présente à la SCHL donc, et aux banques. Ça, c'est le type de montage où il y a des liquidités, où il y a une équipe forte, un groupe d'emprunteurs qui est fort, où on n'aura pas de performance locative à la fin d'un projet comme ça. Il n'y en aura pas parce que dans les discussions qu'on a avec le prêteur, nous, on peut supporter la vacance dans l'immeuble potentiel. On va même être prêt à fermer le prêt de ce prêt-là à terme parce qu'on a les liquidités, parce qu'on peut éponger une vacance potentielle. Donc, si on n'est pas loué au complet, on pourrait quand même fermer notre prêt. Donc, ça, c'est magique. C'est pas dramatique, contrairement à quand il y a une performance locative. Oui, ça c'est une autre chose, mais ça, on en a peut-être parlé dans une autre chronique, là, mais ça, je ne le vois pas depuis le début de l'année passée. C'est très, très rare. Et ça, c'est un très bon point. Si on ne présente pas de liquidité suffisante et de force financière suffisante, bien, la SCHL et la banque peuvent se dire, écoutez, on va imposer ici une performance locative. On ne va pas fermer le prêt à terme tant que ce n'est pas loué. Puis en plus, on va devoir, ça implique aussi une injection de capital supplémentaire au début parce qu'elle est exigée dorénavant au début par les prêteurs. Je suis plus habitué de voir ça, mais ça peut arriver. Donc, si vous voulez... Ça a augmenté ta mise de fonds drastiquement. Je comprends. Là. Est-ce que c'est un pourcentage fixe d'ailleurs, la retenue, si tu fais systématiquement, mettons 10 ou 15 de... Oui. Là, au début, c'était 25, là, c'est 15. De mémoire, c'est 15 dorénavant, mais 15 frontés en plus de la mise de fonds, incluant la mise de fonds. Très vite. Incluant la mise de fonds. Incluant la mise de fonds, c'est pas un supplément. Mais comme je vous dis, dans la mécanique des choses, là, je ne le vois plus. Puis de toute façon, sur une équipe comme ça, comme je vous nomme, il n'y aurait pas de problème à l'injecter anyways. Donc, c'est même pas un enjeu. Puis c'est ça la marge de manœuvre, parce que si au moindre enjeu de rachat de taux, de vacances, si les liquidités ne sont pas là, ça peut devenir très tendu comme discussion. C'est bon? Puis là, on n'a même pas parlé de quelqu'un qui soumettrait un pro forma qui est irréaliste, puis qui a vraiment stretché son prêt pour arriver vraiment à minimiser sa mise de fonds, puis stretcher la dette avec des loyers qui sont excessifs. Ça, c'est pas une bonne recette non plus pour
se présenter à la SCHL, présenter des proformas qui sont on point avec le data qui est à jour. Le data à jour, là, c'est pas le data nécessairement qui est dans le marché, c'est le data de financement. C'est, en soumettant des centaines par année, on sait que dans ce marché-là, tes loyers dans la haute fourchette, là, ça va être accepté. Parce que, il y a 2 semaines, c'était ça le loyer au pied carré accepté dans cette région-là, puis ça passe bien. Si tu es vraiment hors norme, là, oups, il faudrait avoir une discussion à ce niveau-là parce que oui, se faire couper ses loyers par la SCHL, si c'est quelque chose qu'on présente qui est trop stretché, on peut se faire couper son prêt là, ou se faire rabaisser. Est-ce que vous envoyez des investisseurs qui vous présentent des proformas vraiment stretchés, puis là, vous faites comme non, je peux pas déposer ça, il faut rajouter ci, ça, comment vous le gérez? C'est quand même ton client, là, si ton client dit dépose-le, on s'essaye, prenez-vous le risque ou c'est quand même la réputation de votre cabinet? Je sais pas. C'est parce que le risque, c'est pas un risque réputationnel tant que ça, mais c'est un risque de se faire couper ses loyers, oui. Puis des fois, on l'essaye. Pour quelqu'un qui serait vraiment déterminé à l'essayer, on pourrait l'essayer, mais c'est pas un bon. Souvent, on sait exactement comment ça va se passer d'expérience. Parce que c'est vraiment le cumul de faits, puis de soumission, puis de réception de COI, puis de proforma qui se sont concrétisés, qui font en sorte que on peut dire comment ça va se passer. C'est la seule chose qui. C'est ça c'est le métier qui fait en sorte qu'on peut dire comment ça va se passer. C'est pas le bon move, si on veut. Mieux vaut présenter quelque chose de solide, puis de bien, là, puis s'assurer que ça fait du sens avec ton coût. Parce que de toute façon, si tu présentes un coût en bridge qui est ici, puis tu te fais baisser ton prêt, c'est ta mise de fonds qui augmente. Donc, il y a des enjeux comme ça qui peuvent survenir qui sont vraiment pas idéales là, si on soumet quelque chose qui n'est pas bien monté. C'est un art, là, monter un dossier SCHL, ça prend beaucoup de temps en amont pour monter un bridge SCHL, par exemple. Donc, si j'ai bien compris, dans d'anciennes capsules du radar, je pense que ça fait plus qu'1 an, je ne sais plus si c'est toi ou Mathias qui nous avait expliqué que ça se débat aussi un dossier. Là. Vous pouvez avoir le souscripteur au téléphone puis dire, écoute, oui, j'ai peut-être été moins généreux ici, mais regarde, j'ai donné un peu plus de marge là, fait que gna, puis finalement, vous gagnez votre point puis rien n'est changé. Ça peut se faire si le dossier est quand même bien présenté. Un peu audacieux, mais pas trop. Mais si c'est carrément exagéré, comme tu dis, puis que la marge est ça l'autre, il vous a juste faire rassurer, puis vous risquez de perdre plus aux chances qu'autre chose. C'est ma compréhension. Oui, puis 2 choses là-dedans. L'équipe d'emprunteurs joue pour beaucoup. Je présente une équipe qui est hyper liquide, qui est hyper forte. La dette, elle a beau être un petit peu plus haute, pas de problème, pas d'enjeu. Fait que ça aussi, ça fait faire accepter des loyers qui sont un petit peu plus audacieux, mettons. Mais l'idée derrière les loyers audacieux, c'est que ça a fini de monter, il faut le réaliser, il faut être lucide, mais aussi il faut avoir du data qui peut supporter. Puis il faut, oui, le data qui provient de la SCHL puis ce qui est accepté, on les connaît, mais il y a aussi le data de marché. Qu'est-ce qui se loue, qu'est-ce qui est loué et à quel prix? Ça, c'est important. Puis ça, ce data-là, il est vraiment important pour supporter ta demande. Si le moindrement ton projet il est d'envergure, aller chercher une analyse de marché plus poussée avec des comparables plus poussés, c'est essentiel. Donc, pour débattre tes loyers, là, on ne débat pas sur un coin de table. On amène du data puis des faits. C'est bon? Ça, il faut que ça se fasse en amont. Moi, je présume qu'une fois que vous avez envoyé le dossier, vous ne pouvez pas prendre 1 mois pour aller collecter, puis c'est peut-être plus long que ça, là, dépendamment des analyses. Là, plus d'informations pour les resoumettre en supplément à un dossier. Là. Je me trompe dessus? Tout à fait. C'est sûr. C'est sûr. Il faut avoir ça. Parfois, ça peut arriver qu'on a une petite analyse de marché qui vient quand la SHL le prend dans ses mains, puis là, on débat. Si c'est un nouvel élément, on pourrait le transmettre, il n'y a pas de problème. Mais si on veut discuter intelligemment, il faut apporter des faits puis un support. Là. C'est bon? Parce que la SHL aussi a, elle, son data dans les différents marchés. Oui, comme tu disais. Ils sont pas. C'est super bien placé pour faire le data mining de base ou plus fondamental parce qu'ils ont le monopole. Toutes les demandes leur passent par les mains. Tout à fait. Fait que, tu sais,
Disons, tu sais, une équipe qui se dit, parce que oui, tu sais, se faire couper son prêt, c'est pas le fun de 200-300 000, tu sais, ça, c'est comme non, faut pas que ça l'arrive. On s'entend là-dessus. Mais à chaque semaine, j'ai une équipe d'emprunteurs qui m'appelle ou, tu sais, peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans ma soumission? Puis là, le moindrement que je l'analyse, ben, c'est souvent ça qui revient. Tu sais, c'était beaucoup trop ambitieux, c'était beaucoup trop serré. Puis là, après ça, si je mets la main sur les bilans, puis tout ça, là aussi, on voit que l'équipe n'était pas assez forte pour. Donc, la question de risque, la profondeur financière vient mitiger le risque. Ça, c'est vraiment important comme point. C'est bon. Ça touche vraiment le radar d'aujourd'hui. Donc, puis quand tu parles de bilan, je pense que tu parles des bilans personnels des individus ou bien de leur incorporation. Moi, je présume que s'ils ont des lignes qui roulent, même des sociétés opérantes, ça doit pouvoir aider. Là. Dans bien des cas, c'est capable de prouver que ton opérante génère des revenus stables, etc. Tu peux réinjecter une capacité d'injection. Je pense que ça fait partie du processus. Là. Tout à fait. Valeur nette, liquidité, le plus qu'on en démontre, le plus qu'on est fort financièrement, mieux ça va. Puis aussi, ces équipes-là aussi qui vont être beaucoup moins stressées. Ils vont avoir prévu de laisser peut-être 100, 200 000 dans le projet, dépendamment de l'envergure, dans le projet pour 5 ou 8 ans ou 10 ans, puis ils sont bien à l'aise avec ça. Là, vous allez me dire, oui, mais là, il faut être vraiment aguerri ou il faut être avancé dans notre carrière d'investisseur pour être à l'aise avec ça. Oui, tout à fait. Mais c'est là que ça va être le plus smooth pour vous aussi dans votre business là, de promoteur. Je pense que c'est là que la notion de capital pressé versus patient a fait le plus de sens. Là, notre belle petite expression en début d'émission. Mais essentiellement, avec le marché aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. Les chances de retirer toutes nos billes d'un projet et même plus en partant là, en 24 mois et moins, c'est pas les années 2015 aujourd'hui. Là. Ça, c'est clair. Là. On est plus là. Ça se fait. Il y en a des coups de circuit. Mais il faut avoir travaillé son projet, savoir son affaire. Puis souvent, les gens qui sont capables de faire ça, ben c'est un peu des Wayne Gretzky ou sont chanceux, dépendamment, ça arrive. Mais les Wayne Gretzky, il n'y en a pas tant que ça. Là. Et puis, il ne faut pas prendre exemple, je pense, sur ces Wayne Gretzky-là. On en a plein en tête. Nicolas, le premier probablement. Mais chaque investisseur fait son bout de chemin, fait ses apprentissages, etc. Il faut juste être réaliste, je pense, dans nos capacités et notre façon de générer du rendement au bout de la ligne. Là. Tout à fait. Je vais revenir sur ce point-là dans 2 secondes. Je voulais finir avec toi, tu sais, sur l'équipe qui a tout prévu ça, puis qui est à l'aise. Oui, j'ai prévu mon rachat. Oui, j'ai prévu des surcoûts potentiels. Oui, j'ai prévu une vacance aussi. Je suis à l'aise avec ça. J'ai assez de capitaux pour faire face à la musique. Wow! Mais souvent, là, vous allez voir, c'est des investisseurs qui sont un petit peu plus mûrs ou parfois, c'est même des gens qui ont vécu les années 80 avec des taux à 12-15 eux sont prêts. Là. Comme, tu ne vas pas me prendre 2 fois les codes baissés. Ça m'est déjà arrivé. Tout ce qui se passe dans le marché aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis prêt. Donc, il faut tirer des conclusions de ça, bien se présenter vers notre partenaire ultime qui est la banque et la SCHL. C'est fondamental. Là. Puis c'est comme ça que ça va être smooth, puis que vous allez avoir moins de conditions restrictives, des meilleurs prêts pour vos projets de construction. Là. Par exemple, ici, c'était la construction, mais dans le use, c'est la même chose. C'est bon? Même chose. Donc, voilà. Puis en même temps, c'est trop stretché. La minute qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, le déficit augmente, vous dormez mal, vous êtes stressé, etc. T'sais. Il y a aussi ce volet-là dont on ne parle pas souvent, là, mais qui est quand même super important. Il y a un avantage, même physique, personnel, à s'assurer d'avoir un peu plus de liquidité et d'être plus liquide pour être sûr de ne pas avoir ce genre d'enjeu-là à gérer. Parce qu'on va pas à le gérer de la même façon, peut-être. Mais tout à fait, de beaucoup mieux dormir. Puis le point que tu as amené est super important. Parfait. C'est pas tout le monde qui est Wayne Gretzky. Tout le monde peut devenir ou a le potentiel de devenir un Wayne Gretzky dans ses opérations puis sa carrière d'investisseur. Aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui est déterminé puis qui fait ça pendant 5, 10, 15, 20 ans, va y arriver s'il sait bien s'entourer. C'est d'ailleurs la mission un peu du collège avec l'éducation, tout ce qu'on donne comme matériel, comme information, c'est aider à former pour vous développer, pour aller plus loin. C'est sûr que ça se fait de bien, si on met les efforts nécessaires.
Exact. Avoir des standards opérationnels de très haut niveau, des connaissances, des contacts, puis l'expérience qui vient avec ça, ça prend du temps. Ce ne sera pas sur votre premier projet. Donc, peut-être voir aussi si on est Oleg Petrov, ben, on ne fera peut-être pas 3 passes par soir comme Wayne Gretzky le faisait. Peut-être qu'on va faire 3 passes par semaine. Donc, peut-être faire l'analogie ici, c'est un peu boiteux, là, mais de se dire le rendement sur mon projet, est-ce-tu vraiment du 15, 20, 25, 30%? Mon premier projet, peut-être pas se mettre cette pression-là parce que ces rendements-là sont de plus en plus durs à atteindre en immobilier, premièrement, pour plein de raisons qu'on pourrait nommer. Mais aussi, si c'est votre premier projet, il faut être à l'aise avec peut-être du 5, 8, 10, puis de l'enrichissement plus à long terme parce que on n'est pas encore rendu en mode opérationnel à un niveau qui est hyper avancé, hyper chirurgical non plus. Puis on n'a pas les deals qui viennent sur notre table qui nous permettent ce type de rendement-là. Il y en a encore des projets qu'on peut repositionner ou faire qui nous donnent du rendement exceptionnel, mais ça vient avec une équipe aussi qui est exceptionnelle. Là. Donc, puis j'irais même plus loin, des petits projets, là, souvent c'est les meilleurs pour apprendre, parce que même si on perd de l'argent, on peut avoir un job par-dessus, après ça, qui nous redonne des liquidités qui permettent de renflouer. On peut s'en sortir autrement. Puis perdre de l'argent, c'est tellement formateur. Puis là, moi, je vous parle par expérience parce que j'ai 2 projets qui ont chié, excusez l'expression. Mais on a décidé de closer puis de les fermer à perte. Puis regarde, merci, bonsoir. On passe à autre chose, c'est pas la fin du monde. Puis on fait pas faillite pour autant. Mais si je m'étais planté sur des projets 10 fois plus gros, j'aurais probablement fait faillite. Là. Parce que l'apprentissage qui est en arrière aurait été trop coûteux. Là, au moins, on l'a appris à petit prix. Exact. Puis il faut se permettre. Il y a ça aussi. Il faut être prêt à en perdre. Genre, ça reste un risque, l'immobilier. Absolument. On l'oublie, ça, des fois. C'est automatique, l'enrichissement. Tous les Wayne Gretzky ont perdu de l'argent sur un deal en immobilier, c'est sûr. Anyways, on s'entend. Donc, faut juste pas se comparer, trouver des projets, puis se donner des attentes réalistes par rapport à ce projet-là, puis juste livrer là-dessus. Puis, hey, on a mitigé nos attentes. Puis je me suis dit, gars, je vais faire 3 passes en 2 semaines, comme Oleg Petrov. Parfait, j'ai réussi. Good. Ben, après ça, comment tu peux augmenter ta cadence ou ta performance? Ben, ça va venir avec le temps. Mais il faut faire ses classes, puis il ne faut pas avoir les mêmes attentes. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut surtout pas se comparer à Wayne Gretzky parce que ça peut amener. C'est là peut-être que ça peut devenir stressant, disons. C'est bon? Donc. Tout à fait. Pour reprendre la phrase préférée à François Legault, c'est la moyenne au bâton qui compte. C'est la moyenne au bâton qui compte. Donc, si on commence, puis d'ailleurs, pour finir sur les capitaux pressés, là, on peut clore là-dessus, là, mais si on commence avec des objectifs de rendement qui sont démesurés par rapport à l'expérience et la capacité qu'on a en immobilier pour l'instant, ça commence un petit peu mal. Si on se base sur des expectatives de loyer futur, par exemple, qui sont beaucoup trop stretchées, sans parler à des professionnels qui l'ont déjà fait ou des professionnels du financement pour savoir c'est quoi le data sur lequel je peux me fier, si on désire retirer l'entièreté des capitaux en 12-18 mois, si on n'a pas retiré 100% des capitaux, tout casse, la chicane est pognée dans le groupe et on vend l'actif, oups, ben, là, ça peut devenir très vite stressant et là, vous n'aurez pas de fun. Donc, les optimisations agressives, on le sait, c'est mal vu socialement, c'est mal vu aussi par la SCHL, sont pas tant dans cette business-là. Maintenant, on le sait très bien depuis plusieurs années. C'est un bras du pouvoir politique, la SCHL, on s'entend, pour promouvoir l'abordabilité du logement. Donc, c'est bon. Exact. Des optimisations brutales, ça ne fait pas partie de leur modèle d'affaires. Il faut le faire intelligemment, collaborer d'ailleurs davantage avec les locataires en place. Sans qu'il y ait de mouvement de locataires nécessairement. Il faut y aller de manière plus humaine, adaptée, tout simplement. Le marché s'est bien adapté d'ailleurs à ça, je vous dirais. Comme le marché s'est bien adapté, disons-le comme ça. Donc, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Okay. C'est une bonne nouvelle en soi. Ouais. Donc, puis là, je vous dirais, qu'est-ce qui arrive si faut juste discuter
quand les capitaux sont pressés, puis tout le montage est serré financièrement, il faut juste discuter de qu'est-ce qui arrive si on ne recouvre pas tous nos capitaux, si le projet ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Si dans un projet de construction, comme tantôt, il y a de la vacance, il y a un rachat de taux, puis il y a des surcoûts, ben, qui réinjecte, qui laisse des sous dans le projet? Et ça, il faut que ça soit discuté en amont, selon moi. Sinon, litige potentiel, chicane potentielle, puis ça peut vite devenir néfaste pour le projet et augmenter le stress, les conflits. Ouais. Ton background peut en témoigner. Un litige, c'est jamais très loin. Si les gens n'étaient pas alignés, n'avaient pas la même vision et n'avaient pas de marge de manœuvre non plus. Donc, ouais. Ouais, puis si on va dans le pire, là, puis on finit là-dessus, là, je veux pas finir sur mauvaise note, mais tu sais, il y avait ce que je disais d'entrée de jeu, qui réinjecte quoi, à quel prix, mais à supposer que les actionnaires ne s'entendent pas, on tombe dans ce qu'on appelle un impasse, puis qui peut résoudre un impasse, surtout s'il n'y a pas de convention d'actionnaire, il n'y a pas de clause shotgun. S'il n'y a pas de clause shotgun, nécessairement, la seule façon de la résoudre l'impasse, c'est d'aller devant les tribunaux. Des beaux dizaines de milliers de dollars de perdus de part et d'autre pour tenter de régler une situation qui va juste pourrir puis qui va prendre des années à régler. Donc, à chaque fois que ça s'allonge, évidemment, les coûts augmentent. Vous voulez pas ça. Vous voulez vraiment pas ça. Fait que c'est vraiment mieux que ces discussions-là aient lieu en amont, une bonne convention entre actionnaires. Oui, ça coupe une coupe de piastres, mais c'est ça. C'est en voulant chipper sur une coupe de 1000 qu'on perd des 100 000. Hein. C'est ça que Nicolas a dit. C'est un bel exemple de situation. C'est exactement ça qui peut arriver. Ouais. On ne se le souhaite pas, mais il faut prévoir le pire. Il faut prévoir le pire. Puis de toute façon, en ayant des discussions qui sont plus lucides puis réalistes, ancrées dans la réalité et non seulement les idéaux qu'on a ou les idées de projets qu'on a qui sont parfois très optimistes, mais en ayant une discussion plus lucide avec des professionnels, parfois on peut se dire OK, mais qu'est-ce qui arrive si c'est ça qui arrive? OK, si on rentre dans le use, par exemple, si on ne récupère pas tous nos capitaux en dedans de 18 mois ou 24 mois, qui laisse ses capitaux, qui se fait rembourser en premier, super important. Déjà là, vous avez couvert quelque chose, puis le mettre par écrit. Vous avez couvert quelque chose qui est très important. Les capitaux vont devenir patients. Qui a des capitaux patients? Qui est prêt à les laisser? Parce que c'est tout à fait possible qu'il en reste un petit peu. Puis la game a changé, si on veut. Et la croissance, puis la création de valeur et de richesse est toujours là. C'est juste, comme il faut mitiger un petit peu ses attentes, mais c'est un superbe véhicule d'investissement. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste qu'il faut être prêt aussi quand le vent, faut être prêt à faire face à la musique, disons-le comme ça. Souvent en termes de liquidité, mot-clé. Cash is king, again. Amen. Amen. Excellent. Hey, merci beaucoup, Sacha. Super apprécié. Bonne journée, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié. Au plaisir.